Hélène Buzzetti, Alec Castonguay, Tacha Kérédine, bonsoir. 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 Alors, je vous montre tout de suite des sondages. Monsieur Poilievre, ceux qui se réveillent un peu après l'été, qui recommencent à s'intéresser plus à la chose politique, vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, que M. Poilievre a pris, depuis qu'on s'est parlé à la fin du printemps, a pris une bonne avance selon à peu près tous les sondages. Là, il y a une tendance. Pierre Poilievre, 38, M. Trudeau, 26, le NPD, 19. Le Bloc, bon, ça, c'est dans tout le Canada, là, évidemment, mais le Bloc est à peu près né à nez avec les libéraux au Québec. Maxime Bernier, Elisabeth May. Et c'est intéressant, je vous montre tout de suite l'autre, parce que ça va alimenter votre discussion. Est-ce qu'il devrait se représenter, a-t-on demandé aux Canadiens? 56 disent non, ne devrait pas se représenter, des Canadiens. Devrait se représenter 27, mais chez les libéraux, c'est évidemment 52 qui disent qu'il devrait se présenter. Bon, les indécis, c'est pas très grave. Alors, tour de table. Hélène, il commence à être en avant pas mal, là. Oui, pas mal. En même temps, l'avance n'est pas nouvelle. C'est creusé, non? Exactement. Ce sondage-là nous montre nous confirme cette tendance et nous confirme surtout que cette tendance se consolide. Ça fait à peu près 1 an, selon certaines maisons, qu'on met les conservateurs un petit peu d'avance et ça se poursuit toujours. Et là, il y a vraiment un creux. Évidemment, on le savait que M. Trudeau sentait la soupe chaude. C'est pour ça qu'il pensait qu'un remaniement ministériel sauverait la mise. Moi, j'ai jamais cru à ça et effectivement, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Mais donc, voilà, c'est l'usure du pouvoir, je pense, auquel on assiste. On oublie que M. Trudeau, outre sa victoire éclatante de 2015, a un peu gagné par dépit en 2019, en 2021. Il avait obtenu moins de voix que les conservateurs à chacune de ces 2 élections-là, ce qui démontre que, bon, les conservateurs n'étaient pas très alléchants, leur programme n'était pas très attirant, le chef passait pas, et donc M. Trudeau avait conservé le pouvoir, mais on sentait déjà qu'il y avait une certaine fatigue. Et là, face à un chef un petit peu plus charismatique peut-être, là, tout d'un coup, le vent semble tourner pour de bon. Ouais. Très bien. On va revenir, on va avoir le temps de parler de M. Poilievre, des changements et de l'immobilier. Mais Alec, d'abord, sur cet état de fait, croyez-vous comme Hélène, là, on sent l'usure du pouvoir? Oui, je me souviens d'une anecdote qu'on m'a racontée lorsque Jean Charest était à la tête des libéraux provinciaux. Il était premier ministre, je pense que c'était en 2007. Et il y avait eu un sondage là, dévastateur. Je pense que l'ADQ, qui était en pleine montée à l'époque, avait 6 ou 7 points d'avance. Puis Jean Charest était entré dans le caucus et avait dit « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. » Et là, ses députés étaient étonnés parce que c'était vraiment pas une bonne journée. Puis il a dit « La mauvaise, c'est vrai que Mario Dumont est en avance de 7 points. La bonne, c'est que les élections sont pas tout de suite. » Alors, c'est un peu la même chose pour Justin Trudeau. Je pense qu'il essaie de rassurer ses troupes en disant « Écoutez, on a peut-être encore 1 an, peut-être 18 mois. » Est-ce que l'inflation va ralentir? Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Est-ce qu'on va être capable de montrer une certaine rigueur économique qu'on se fait reprocher chez les libéraux, que ça agace tous ces déficits? Il y a encore un peu de temps, mais ça fait sonner certainement ce type de sondage-là depuis 2 ou 3 semaines, quelques cloches chez les stratèges libéraux en se disant bon, on pensait peut-être que Pierre Poilievre, avec toutes ces déclarations un peu controversées, allait s'enterrer lui-même. Ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a un appétit du changement qu'il faudra être capable de mater d'une manière ou d'une autre. Il faut s'en occuper. Et là, on entend parler de logement. Est-ce qu'on peut modifier certains paramètres, les migrations, des sujets où les libéraux n'avaient pas vraiment envie d'aller sur ces terrains-là dans les derniers mois. Mais c'est ce qui préoccupe les gens. Et là, il faudra que les libéraux montrent qu'ils ont une certaine empathie. C'est peut-être ce qui leur manque actuellement, une espèce d'impression de déconnexion avec la base de la population avec canadienne. Le monde, qui leur avec nuit, les soucis exactement. des gens. Tacha, vous avez écrit là-dessus, vous dites attention, oui, il est en avance, mais rien n'est joué, en fait. Mais rien n'est joué. Comme Hélène a dit, ils ont essayé de faire remouer les cartes, puis faire un remaniement. D'habitude, les remaniements ne changent pas grand-chose. C'était le cas ici, mais c'est un effort. Il s'est séparé de sa conjointe pour que ce soit pas une question de son mariage. Alors, il sort les choses personnelles du décor. Mais vraiment, pour moi, ce que je pense, le grand enjeu, ça va pas juste être l'élection canadienne, mais l'élection américaine. Parce que l'élection canadienne, on ne sait pas quand elle va être, mais les Américains s'en vont aux urnes en 2024 et on sait que si Donald Trump, c'est le candidat républicain,
Je pense que la carte que les libéraux vont jouer en désespération, c'est qu'on ne veut pas ce type de chef au Canada. Et M. Poilievre est très différent sur les questions de l'immigration. Il sonne des cloches très différentes sur les questions, par exemple, du logement et autres. Mais son discours anti-élitiste, c'est comme celui de M. Trump. Et son style aussi, un peu, parfois, ça se rapproche, ce style très combatteur de M. Trump aussi. Alors, pour les conservateurs, c'est à éviter. Pour les libéraux, ils croisent les doigts, je pense, pour qu'ils puissent sortir cette carte-là. Je ne sais pas s'il va être essayé, d'ailleurs. OK. Je vais juste, parenthèse, montrer les intentions de vote au Québec, là, où les libéraux ont baissé un peu. Le Bloc est en avance à 33, les libéraux à 28. Et M. Poilievre, qui a augmenté, qui était plus bas, sauf erreur, et le NPD qui a baissé. Donc, c'est intéressant, là, ce qui pourrait se passer au Québec éventuellement. Mais Hélène, vous avez toujours dit, d'ailleurs, l'élection ne sera pas avant la fin du mariage avec le NPD. Il y a beaucoup d'éléments qui commencent à vous donner raison. On verra, là, on verra. Mais si les taux d'intérêt doivent baisser, il faut qu'ils baissent avant. Mais justement, Pierre Poilievre a changé son image cet été. Le T-shirt a pris place, plus doux. On veut, je présume, séduire des gens qui étaient un peu... qui craignaient le style trop abrasif du chef. Et là, il arrive, il martèle... Tacha, je vais commencer avec vous, tour de table rapide. Il martèle le thème du logement, la difficulté d'arriver, de l'inflation. Est-ce que ça, il n'est pas en train de marquer dans l'imaginaire des Canadiens? Bien, lui, il se préoccupe vraiment de ce qu'on vit. Absolument. Et c'est très, très intelligent, ce discours-là, parce que ça touche ce qui est le plus personnel, c'est-à-dire où tu vis, ta maison, ton foyer. C'est quelque chose qui préoccupe. La majorité de Canadiens se préoccupent de payer le loyer ou payer l'hypothèque. Il dit que, dans la presse, il dit qu'il y aurait une crise hypothécaire dans 2 ans. Je ne sais pas si ça va être aussi grave qu'il le dit, mais même la menace de cela, ça veut dire, ça va être dans le souci des Canadiens quand ils vont aux urnes. Ça va être une question, ils vont dire, ben, tu sais, M. Trudeau, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et est-ce que le contrôle sur ça, c'est au fédéral? Il y a beaucoup de questions. Ils ne contrôlent pas la Banque du Canada, par exemple, mais c'est vrai que le taux d'inflation, les dépenses fédéraux, ça contribue à ça. Et si M. Trudeau ne fait aucun effort pour les restreindre, M. Poilievre va l'accuser d'augmenter l'inflation et le coût des ménages du Canada. Est-ce qu'il peut, Alec et Hélène, continuer à attaquer là-dessus sans donner tellement de détails sur ce que lui ferait de différent? Parce qu'Alec et Hélène, les déficits canadiens ne sont pas l'unique cause de l'inflation mondiale, là, quand même. Alec? Ben non, surtout que lors du dernier mois, on a vu que le Canada avait le meilleur taux d'inflation du G7. Donc, c'est clairement pas une situation canadienne. Et là, c'est là qui est la difficulté pour Pierre Poilievre. C'est que maintenant qu'il est à l'avance de 10-12 points dans les sondages, on va le scruter plus attentivement. Et on se dit, bon, il a mis le doigt sur les bons problèmes, a-t-il les bonnes solutions? Et pour l'instant, ce qu'on entend, c'est bien le gouvernement doit moins dépenser, doit être moins présent dans la vie des gens, ça doit être la libre entreprise, le libre marché. Comment on équilibre, par exemple, le marché du logement sans intervention du gouvernement? Comment on veut aider les gens aux prises avec une inflation galopante en coupant dans les dépenses? En théorie, c'est probablement une théorie économique qui se tient. Mais en réalité, quand vous faites campagne, les gens vont se demander « Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? » Et il n'y aura peut-être pas beaucoup de solutions à offrir. Et c'est là où le piège guette. On a trouvé les bons problèmes. Maintenant, est-ce qu'on a les bonnes solutions? Et là, il y a encore plusieurs mois devant Pierre Poilievre pour être capable de l'élaborer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de solution, mais ça va certainement être un peu plus corsé à partir de maintenant. Mais Hélène, M. Harper lui a conseillé au printemps, on n'a pas besoin de connaître tes solutions. Martèle les problèmes, martèle le problème, puis ta job, c'est de remplacer M. Trudeau, puis tu verras après ce que tu feras. Oui, c'est assez cynique. Parfois, ça fonctionne mais il a effectivement vraiment en dit politique. ça, j'exagère à peine, là. Oh, oui, absolument. Il l'a dit. Il a dit que ça ne servait à rien que d'exposer son programme avant. C'est seulement une demande des médias libéraux qui font ça. Alors que, bon, je pense que les électeurs ont le droit de savoir ce qui va se passer. Moi, je pense à Jean Charest, quand il nous disait qu'il allait créer comme par magie un équilibre. Puis 1 an plus tard, tout le monde était dans la rue en disant on n'a pas voté pour ça. Je pense que Tacha a raison tout à l'heure. Elle parlait des libéraux qui vont sûrement brandir des épouvantails à propos des conservateurs. Attendez-vous à ça parce que la solution principale pour l'instant que M. Poilievre semble proposer, c'est de dire éliminons le déficit et donc moins de dépenses gouvernementales, moins d'inflation, etc., etc.
En ce moment, les déficits, là, ça dépend de laquelle année vous regardez, et puis les taux d'intérêt font augmenter nos frais d'intérêt, là, mais on parle de 35 à 40 milliards de dollars par année. Ottawa, en ce moment, a un programme de réduction des dépenses et c'est à peine de 3 petits milliards par année au cours des 5 prochaines années. Et déjà, ça grince dans la fonction publique fédérale. Beaucoup d'amis fonctionnaires, on en entend parler. Alors, imaginez un exercice de 10 fois plus, 12 fois plus de ça, que ça. Ça va nécessiter des coupures importantes. Et là, les questions vont fuser. Qu'est-ce que vous allez couper, M. Poilievre? Et donc, attendez-vous à ce genre de campagne-là. Et ne serait-ce que pour ça, M. Poilievre ferait probablement mieux de ne pas écouter M. Harper et de se préparer des réponses satisfaisantes. Tasha, est-ce que là, il n'y a pas effectivement un piège? Parce que les questions vont arriver en cascade de plus en plus fortes. Vous allez couper où? Et c'est une chose de déficit. Mais par exemple, allez-vous continuer à donner des milliards à des fabricants de batteries en Ontario, ce pack de batteries? Est-ce que ce genre de dépenses-là, vous êtes d'accord ou pas? Il va devoir répondre un jour, non? Oui et non. Je pense que le conseil de M. Harper, c'est ce que je pense la majorité des stratèges conservateurs pensent. Et je pense qu'il y a quelque chose là parce que les gens sont tellement frustrés avec le gouvernement. Vraiment, vraiment frustrés. Ça grogne. Et ils veulent se débarrasser. C'est à ce point-là. Et c'est ça ce qui est dangereux quand il y a l'usure de pouvoir, c'est qu'on s'en soucie pas des solutions de l'autre côté. On dit simplement, on veut se débarrasser de celui-là. N'importe quoi serait mieux. Alors, il n'y a pas avantage à jouer toutes tes cartes et dire ce que tu vas faire parce que là, les gens peuvent t'attaquer. Comme on dirait, tu dis que tu vas, où est-ce que tu vas couper, ou tu dis que tu vas faire ci et faire ça, et est-ce qu'il y a du bon sens ou pas? Alors, dire moins, et simplement critiquer, c'est l'opposition, finalement. Ça lui sert peut-être mieux, M. Poilievre. Ça va être très intéressant parce que à la fin de la semaine prochaine, il y a le congrès du Parti conservateur du Canada à Québec. Donc, ça va être intéressant. Est-ce qu'il attire certains candidats? On avait parlé de l'ancien député de Louis Hébert, Sam Hamad, merci, ça me revient. Sam Hamad, est-ce qu'il va être candidat ou pas? Donc, le tambour va quand même s'accélérer, Hélène et Alec, là, pour les conservateurs au cours des prochaines semaines, Hélène. Mais on voit quand même beaucoup de tentatives d'éviter des sujets importants. Je pense par exemple à celui de l'immigration. Il y a plusieurs résolutions qui ont été proposées par les militants et qui ont soit été recalées, n'ont pas terminé le chemin et bref, ne seront pas débattues. On sent qu'il y a peut-être une volonté d'éviter les sujets un petit peu chauds. Vous parliez de la filière batterie. M. Poilievre s'est toujours pas prononcé là-dessus. En tant que conservateur fiscal, on s'attendrait à une position un petit peu claire, un peu plus clair sur des investissements aussi majeurs. Alors, on entretient quand même beaucoup de flou. Peut-être que les électeurs seront dupes, mais je pense qu'il y a un minimum d'informations à fournir si on aspire véritablement à prendre le pouvoir. Oui, dupes ou, comme vous disiez vous-même, et que vous trois, vous semblez d'accord, où l'usure du pouvoir, parfois, fait qu'on ne regarde pas l'alternative trop. On en a marre, puis ça fera 9 ans en 2024. 9 ans, n'est-ce pas? Pour M. Trudeau. Un mot, on change de Parti conservateur. Éric Duhem a présenté son candidat dans Jean Talon. Jean Talon, on va en reparler souvent. Alex, je vous donne la parole. C'est... je lis plus mes notes. M. Robitaille, Jesse Robitaille. Ouais. Pardonnez-moi. Et là, lui, bon, il est contre le tramway, tout ça, mais c'est vraiment fascinant. On investit Jean Talon comme jamais, Alec, là. Oui, ça va être une élection très suivie. La première élection partielle depuis les dernières élections générales, depuis l'abandon du troisième lien aussi. Donc, ça va être intéressant. Je n'ai pas trouvé que c'était une entrée en matière particulièrement réussie pour M. Robitaille aujourd'hui, qui écrivait dans son communiqué s'opposer au tramway parce que lui, il a grandi à Calgary et qu'il vivait près du tramway et qu'il y a eu 2 accidents avec le tramway, notamment en vélo. Et c'est pour ça qu'il s'oppose au tramway. Par contre, il est pour le troisième lien. Et là, je me suis dit, bon, si tous les gens qui avaient eu des accidents avec les voitures dans le passé se mettaient à militer pour l'abolition de la voiture, on serait dans le pétrin. Okay. Alors, j'ai trouvé que, mettons que l'explication était un peu courte pour lancer sa campagne électorale à M. Robitaille. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de chance dans Jean Talon. Hein. Le Parti conservateur, c'est pas la Rive-Sud de Québec et je pense pas qu'il soit dans la course véritablement. Ça va beaucoup se jouer entre Québec solidaire, Parti québécois et la CAQ. Et là, ça va être intéressant de voir à quoi ça va ressembler cette course-là. D'ailleurs, dans le dernier léger en fin de semaine,
fait pour les médias de québécois, on voyait une remontée de la CAQ dans la région de Québec. Il est redevenu premier parti par 2 points seulement, mais a repris 6 points depuis la fin de la dernière session dans la région de Québec. La Alors, colère si s'estompe. on pensait que si on pensait que c'était fait puis c'était réglé, puis parce que le PQ avait une légère avance à Québec, il va remporter Jean Talon, ça ne sera pas aussi simple que ça. Tout à l'heure, je vous montrais les chiffres des Canadiens qui souhaiteraient que M. Trudeau laisse sa place. 56 %. Bon, après 8 ans, c'est un peu classique comme chiffre, mais je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que dans votre esprit, c'est sûr qu'il est là, que ce soit au printemps ou dans un an, ou presque oui ou non, Hélène? Oh, oui, moi, je vois pas de scénario où il va partir. Je sais qu'il veut en découdre avec M. Poilievre et je vois pas le parti le pousser vers la sortie à si brève échéance, surtout que le candidat de remplacement, Mme Freeland, ne tiendrait pas un discours radicalement différent et donc Très ça bien. augmenterait Donc, pas oui. nécessairement leurs chances. Alec? Oui. Moi, je pense qu'il va être là parce qu'il n'y a aucun candidat de remplacement actuellement qui vraiment pourrait faire bouger l'aiguille plus que Justin Trudeau. Donc, autant prendre celui qui a de l'expérience et y aller avec lui. Tacha, vous êtes d'accord? Il va être là, M. Trudeau, prochaine. Probablement. Oh? Je pense que ça va être à lui de décider. Non, simplement parce qu'on repense à M. Mulroney qui, après presque 9 ans, est parti quand il y avait un taux de popularité de 15 % et il savait que probablement ça ne marcherait pas. Peut-être M. Trudeau ferait la même chose, mais je doute. Je doute. Et Mme Campbell qui avait repris le Chuté. relais. Merci beaucoup à vous trois, Alec, Hélène et Tacha. À très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bye.